Bonne soirée à toutes et à tous. Donc nous allons parler de Paul-Jean Toulet. Vous voyez ses dates de naissance et de mort. Il est mort à 53 ans. Et pardon, effectivement. Alors, il est mort donc assez vieux, à 153 ans. Et le titre que j'ai adopté, c'est Parle tout bas, si c'est d'amour, au bord des tombes. Et ce sont les deux derniers vers d'un poème qui est très connu et qui est même le plus connu de Paul-Jean Toulet. Je me suis fondé beaucoup sur le fond Paul-Jean Toulet, qui est conservé ici et qui est extrêmement riche. Alors commençons. Voici Paul-Jean Toulet, enfant. C'est pratiquement la seule photo que nous ayons avec sa sœur Jeanne, qui est un tout petit peu plus âgée que lui. Paul-Jean Toulet est né à Pau, un 5 juin 1867, mais il a été conçu à l'île Maurice, où ses parents sont établis depuis plusieurs générations, le père étant un planteur, comme il en est beaucoup sur l'île Maurice. Sa mère meurt alors qu'il n'a que quelques jours, le 14 juin, et sa mère a 26 ans. Bien sûr, ceci n'est pas sans conséquence. De 67 à 77, pendant une dizaine d'années par conséquent, le petit orphelin habite à Pau ou à Billère. Billère que d'ailleurs il écrit à la béarnaise avec un H pour le L mouillé, Billière. Je parlerai un peu, mais trop rapidement, de sa scolarité, pourtant ce serait fort intéressant et amusant. Elle est très contrastée, ça se déroule d'abord à Pau, à Bayonne, et ça se termine à Saintes. Les vacances, il les passe très souvent à Caresse. Vous savez, c'est un petit village entre Salis de Béarn et les Rocs de Sort, du Pays Rorade. Eh bien, il meurt en 1885. Non, il ne meurt pas, mais son père, Gaston Toulet, l'appelle à Maurice. Alors, voici un premier document, c'est l'acte de naissance. Alors, ça n'est pas la peine de s'appesantir là-dessus, il est conservé aux archives de Pau, bien évidemment. Voici le père. Il s'appelle Gaston Toulet. Ça non plus, ça n'est pas tout à fait anodin. Gaston, avant le téléphone, c'est vrai, de Nino Ferrer, c'était un prénom très béarnais. C'est Gaston Phébus, et c'est probablement une réminiscence. Ce qui est en blanc, voyez en bas, eh bien c'est la cote du document qui est conservé à Pau. C'est là-dessus que je me suis beaucoup fondé. Voici une cousine, étant donné qu'il n'a plus de mère, elle s'appelle Amanda Toulet. Et voici ici, inutile de le dire ou de le lire pour nous, une partie de la généalogie de la famille maternelle. La famille maternelle s'appelle Lousteau. Il faudrait dire Loustau, naturellement. Alors il y a tout un tas de branches de Loustau, bien évidemment. Généalogie des Lousteau, c'est le MS, le manuscrit 2208. Billère, quelques mots. Une citation. Je rêve à notre villa de Billère. Souvent, l'été, par la fenêtre d'en haut, tournée au midi, de grand matin, je regardais. D'abord adossé à l'horizon, les lointaines Pyrénées, d'un bleu tendre. Immédiatement contre, le parc de Pau, cachant les plans intermédiaires de sa colline au sombre feuillage, puis dans le bas, jusqu'à la prairie d'en face, du brouillard, et enfin notre jardin, éveillé par le soleil levant, plein de bourdonnements et de parfums. Du côté gauche, la caserne envoyait parfois un chant de clairon. Mais tout ce charme s'évente à l'écriture, et mes paroles n'ont pas su faire revivre ces sensations d'enfance évanouies, fondues, comme la neige qui blanchissait alors les montagnes. Le printemps, à Billère, pendant mon enfance, je me le rappelle, singulièrement effervescent et plantureux. Lettre à soi-même, 20 avril 1889, j'en reparlerai. Scolarité. Elle commence chez les dominicaines, rue Tran, une des maisons du bourreau. Vous savez, où il y a cette très jolie Diane, aux jambes nues. C'est un petit élève parfait. Très vite, cependant, étant donné que c'est un orphelin,
Eh bien, on va l'amener à Caresse et ce sont des parents qui vont lui donner les premiers rudiments, ou un complément de rudiments. Il y a aussi un abbé, Puyot, je crois, qui lui apprend un petit peu de latin, qui le met au latin. Ensuite, vers la 12e année, il entre au lycée, qui n'est pas encore le lycée Louis Barthou, bien évidemment. Et là, il rentre en 5e, et pas une année complète, il obtient d'assez bons résultats, et en 4e, où il fait l'année complète, c'est un très brillant sujet. Il a tout un tas de prix, et il a le prix d'excellence. L'année suivante, éclipse scolaire. Il disparaît. Incartades successives, farces plus ou moins agréables, notamment un encrier dans le chapeau du pion, pourtant un pion qui est tout à fait sympathique, comme il pouvait y en avoir autrefois. Résultat, il est renvoyé du lycée. Comme son oncle est militaire, il va suivre cet oncle à Bayonne, et il entre au lycée de Bayonne. Au bout de 2 jours, il est également renvoyé pour incartade. L'oncle en question étant muté ou affecté à Saintes, Paul-Jean suit cet oncle. Au passage, au départ, Paul-Jean Toulet ne s'appelle que Paul Toulet. Seulement, quand on veut broder des initiales sur une chemise, Paul Toulet, P, etc., c'est pas très agréable. Donc, pour des raisons de phonie, il a ajouté un J à son prénom, Paul-Jean Toulet. Donc, il est à Bayonne, il a été renvoyé du lycée, et il va fréquenter successivement 2 institutions privées, décrocher la première partie du baccalauréat. Nouvelle affectation de l'oncle, disais-je, à Saintes, il décroche la 2e partie du baccalauréat. C'est la fin de ses études. Donc, une scolarité assez contrastée. Sur Caresse, maintenant, puisqu'on a parlé de Bière tout à l'heure, un poème, cette fois-ci, issu des contre-rimes. Ça me permettra peut-être de vous rappeler ce qu'est une contre-rime. Le rameau d'or, comme le livre de Fraser. Cette branche aujourd'hui flétrie, que je tiens dans ma main, qu'elle est fanée sans lendemain, il n'y a raillerie. Je pourrais, rien qu'en l'agitant, t'évoquer, ô caresse, battue du gave, et la tendresse d'un avril inconstant. Une contre-rime, ce sont 2 ou 3 strophes. La 3e n'est pas ici. Vous avez des octosyllabes, un octosyllabe, un hexasyllabe, un octosyllabe et un hexasyllabe. Donc 8, 6, 8, 6. Mais les rimes, comme vous le voyez, sont embrassées. A, B, B, A. Donc une rime longue rime avec une rime courte. Donc c'est ce que Paul-Jean Toulet lui-même appellera rime à contre-longueur, et de là vient le mot contre-rime. J'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez, mais c'est la forme, la prosodie qu'il va adopter très régulièrement. Voici la maison où il habite. Il tient cette maison de sa mère. Elle est morte, il a hérité. C'est une grande maison. Très vite, évidemment, il ne pourra pas subvenir à cette maison parce qu'il va dilapider cette fortune qui est pourtant assez considérable, et il lui faudra la vendre. Mais pour l'instant, il est à Caresse, et la maison s'appelle le Haget. Il y a ici suffisamment de béarnais pour traduire le nom de cette maison assez facilement. Alors je fais un premier bilan de cette première période, vous voyez que je vais assez vite. Donc Béarn 1867-1885, je suis béarnais, pur béarnais et moitié créole. Je descends de toute façon de la très noble vallée d'Ossau. Donc ceci, j'insiste, comme je l'ai déjà fait, pour bien marquer la différence entre Paul-Jean Toulet et tout poète régionaliste. Ce serait absurde de le réduire avec cette étiquette de poète régionaliste. Il est aussi créole. J'ai l'habitude de dire que son ici, son Béarn, c'est un ici, c'est un Béarn d'ailleurs. Un ailleurs géographique, mais tout aussi bien un ailleurs linguistique, un ailleurs poétique. Surtout ne pas le réduire à du régionalisme. Très important, bien sûr, c'est un orphelin. Ici, c'est ce qu'il écrit quand il est tout petit enfant, qu'on l'appelle encore Paul ou Popol. Ici repose Emma Toulet, morte peu de jours après la naissance de Petit Paul. C'est lui qui écrit ça sur les murs de sa maison de Caresse. C'est lui qui écrit ça sur des bouts de papier. Et on ne peut pas ne pas penser, par exemple, à Baudelaire, qui sera l'un de ses poètes favoris,
et qui dit à quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais. Aux pauvres orphelins qui sèchent comme des fleurs. Pour la scolarité, je vais résumer avec deux vers d'une contre-rime. Rêve d'enfant. Oh, j'ai encore fait une bêtise, j'ai fait ça ce matin, excusez-moi. C'est pas rêve d'enfant noir manège, c'est rêve d'enfant voix de la neige. C'est pas du tout pareil. Et dessous, collège noir manège. Donc l'enfance, c'est le paradis qui bien sûr va être perdu, tandis que le collège, c'est le noir manège. Et alors je n'ai pas le temps de vous parler de ce qu'il dit du collège et du lycée de Pau au début de Monsieur Duport. Monsieur Duport est une espèce d'alter ego de Paul-Jean Toulet, et là il fait un tableau extrêmement cruel des lycées de l'époque. Mais ça n'est pas le seul, Jam a fait la même chose, Vallès a fait la même chose, et tant d'autres. Donc c'était pas le paradis, ces lycées d'antan. Excusez-moi pour cette erreur, vous voyez. Bon, et pour terminer sur ce bilan de la première partie, à l'enfance, avec ces beaux chemins qui s'ouvrent sur la ferrée. C'est dans Monsieur Duport, Homme public, qui est son premier roman. Finalement, je crois que ce qu'il faut retenir, puisque je citais tout à l'heure Baudelaire, c'est peut-être ceci, un orphelin définitif et un poète de l'enfance. Qu'on dise que c'est un orphelin, c'est assez habituel. Qu'on parle de Toulet comme un poète de l'enfance, je crains que ce ne soit pas du tout habituel, et pourtant, je crois que c'est tout à fait capital. Je vais passer à la deuxième période. La deuxième période, c'est Maurice, l'île Maurice. Vous vous rappelez, ses parents, depuis plusieurs générations, sont installés là-bas, et bien sûr que Paul-Jean, qui a dégoté son baccalauréat, n'attend qu'une chose, c'est qu'on l'appelle à l'île Maurice. Son père l'appelle. Vous avez vu ici, j'annonce un petit peu ce qui va suivre sur la première planche, et ensuite je vais développer un tout petit peu. Donc il arrive à Maurice, il débarque à Port-Louis, le 9 décembre 1885. Il va y passer à peu près 3 années de la fête la plus continue, c'est lui qui le dit, et la plus éreintante aussi. Le jeune créole tâte d'une drogue locale qui s'appelle le gandia, c'est une espèce de chanvre séchée qui ressemble au cannabis, me dit-on, je ne peux pas le confirmer. Il lit beaucoup, mais il lit beaucoup depuis sa toute petite enfance, et tout au long de sa vie, il restera un très 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 grand lecteur. En revanche, il écrit peu. Quand on fait beaucoup la fête, c'est un peu difficile. Il décrit son retour en France, si j'ai le temps, je vous le raconterai, parce qu'il est particulièrement pittoresque dans une lettre à Madame Bulto. En tout cas, il revient en France et il arrive à Marseille le 22 octobre 1888. Alors, je vais essayer de développer un petit peu ces quelques aspects, très rapidement. Voici pour Louis, où il débarque. Tous les documents que vous avez là sont dans le fond palois, j'insiste. Et ça n'est qu'une toute petite partie que vous allez voir, parce que, je le répète, le fond est d'une richesse exceptionnelle. C'est le PHA 114, un album photographique par conséquent que Toulet a conservé. Comment décrit-il Maurice? Parce qu'il en parle à bien des reprises. Eh bien, quelques petites citations très simples. Jardin qu'un dieu sans doute a posé sur les eaux, Maurice, où la mer chante et dorment les oiseaux. Douce plage où naquit mon âme, et toi, savane en fleurs, que l'océan trempe de pleurs et le soleil de flammes. Troisièmement, molle rive, dont le dessin est d'un bras qui se plie, colline de brume embellie, comme se voile un sein. Philao, au chantant ramage, que je meure, et demain, vous ne serez plus, si ma main n'a fixé votre image. Très important la fin. Et ce qui est très important aussi, c'est que l'île Maurice est pour Paul-Jean Toulet une île maternelle. Il ne faut donc pas s'étonner de ce bras qui se plie, il ne faut pas s'étonner de ce voile sur le sein, etc. Vraiment, c'est l'orphelin ici qui parle de sa mère, mais qui en parle à mots couverts, car je le dis tout de suite, explicitement, jamais Paul-Jean Toulet ne parlera de la mort de sa mère. Et cependant, il est très peu de textes, très peu de poèmes, où en filigrane, en arrière-plan, il n'en soit pas question. Voici ici un burin d'Émile Laboureur,
C'est une illustration des contre-rimes par ce très très grand illustrateur où on voit Maurice. Ce sont des gravures au burin. Là aussi, ces livres illustrés, qui sont nombreux et très beaux, sont dans le fonds Paul-Jean Toulet de Pau. Voici une autre photo, toujours du même album, PHA 114, c'est la statue de la Bourdonnais. Alors là, évidemment, Paul-Jean Toulet ne peut pas ne pas se souvenir de Jam. Je pense que j'en parlerai tout à l'heure. Vous savez, le 8 juillet, c'est la Sainte Virginie. Et Jam a écrit un poème. C'est aujourd'hui la fête de Virginie. Tu étais nue sous ta robe de mousseline. Ta chair est pareille à celle des cocos. Les marchands te portaient des pagnes couleur d'air et des mouchoirs de tête à carreaux jaune clair. Et la Bourdonnais signait des papiers d'amiraux. La Bourdonnais signait des... C'est un alexandrin. Et Jean Labbé, qui était le grand spécialiste de Francis Jam, disait « Quelqu'un qui ne comprend pas, qui n'entend pas cet alexandrin, cette espèce de solennité, la Bourdonnais signée des papiers d'amoureux, n'entend pas bien la poésie. » Donc évidemment, il arrive à Maurice et il pense naturellement à Baudelaire. 44 ans plus tôt, Baudelaire est arrivé dans les Mascareignes aussi, au même endroit. Et donc vous comprendrez que la filiation avec Baudelaire est également très importante. Une autre photo, alors vous le voyez, hein, là, il est là, hein, devant ce jardin, qui est le jardin de Pamplemousse, justement le souvenir de Paul et Virginie. Paul et Virginie, d'ailleurs, vous le notez au passage, de Bernardin de Saint-Pierre. Ici, un premier manuscrit, alors vous n'allez pas pouvoir le lire peut-être, et moi difficilement aussi maintenant, mais c'est le journal qu'il commence à tenir exactement à Curepipe. Vous le lisez là-haut ? Curepipe, c'est évidemment un lieu de l'île Maurice, et c'est le journal qu'il tient. Je vous disais tout à l'heure, il écrit peu, mais comme tellement d'orphelins, je pourrais en citer 8, 10, 12, il écrit un journal intime. Benjamin Constant, Maine de Biran, Michelet, Delacroix et tant d'autres. Ce sont des gens qui ont perdu leur mère très tôt et on a besoin d'un refuge, on a besoin d'un asile, d'éternité, de tranquillité. Et le journal intime est évidemment le lieu parfait. Alors vous voyez que ça n'est plus un lieu géographique et je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dans l'écriture. Donc il commence à Curepipe, alors je lis quand même le début, enfin c'est parce que je le connais peut-être un tout petit peu par cœur, je commence ici le 2e volume de mon journal. Voilà ce que vous avez écrit. Et en haut, vous avez sa signature, je me rappelle plus très bien, il y a Curepipe aussi, etc. Et alors, ici, dans ce manuscrit, c'est le M189, vous voyez que j'ai écrit endroit, parce qu'il y a un envers. L'habitude de Toulet, c'est de renverser son cahier de notes, il écrit comme ceci, et puis il le prend à l'envers à la fin. Et à l'envers, ce qu'il note, ce sont ses lectures. Alors il y a des dizaines de pages de lectures de Paul-Jean Toulet sur ce journal, et ici par exemple, ce sont les premières pages, ce sont des notes qui concernent le Port-Royal de Sainte-Beuve, qui est un chef-d'œuvre. Vous voyez ? Alors vous pouvez suivre toutes les lectures, et elles sont considérables, elles sont remarquables. Songez à l'âge qu'il a, il est tout jeune, qu'il pratique à Maurice. Ici, oui, je disais, il écrit peu, alors c'est dommage que vous ne puissiez pas le voir, il a tout de même commencé une espèce de récit, et le titre est en haut là, et ça s'appelle « Litanie noire ». Et ici, je ne sais pas si je vais le retrouver, je crois qu'il écrit, alors il y a de l'anglais, du français et du grec, « In trance » au firmament d'un splénétique. Mais splénétique, la fin de splénétique est écrit en grec. C'est quelqu'un qui pratique beaucoup de langues, c'est un excellent latiniste, c'est un bon helléniste, c'est quelqu'un qui parle l'anglais, il va traduire de l'anglais, c'est un germaniste, et il parle encore l'italien et d'autres langues éventuellement. Donc c'est pas du tout quelqu'un qui serait un autodidacte au fond, hein, d'une certaine façon. Alors ce récit est inédit, donc il est totalement ici à Pau, mais je pense que Maxime serait d'accord avec moi, c'est pas un chef-d'œuvre. Je pense qu'on ne rate rien à ne pas l'éditer dans les œuvres complètes qui sont ici, que je vous montrerai tout à l'heure. Ah ben voilà, j'avais fait un agrandissement, là vous lisez peut-être, Litanie noire, il y a la date, hein,
Et ici, voilà, dessous, in trance, au firmament d'un splénétique. Vous lisez? À peu près? Voilà. En tout cas, bon, faites-moi confiance, c'est ce qui est écrit là. Mais c'est amusant de voir ces manuscrits, bien sûr. Bon, évidemment, le néo-mauricien ne perd pas son temps à Maurice, il va découvrir des femmes fleurs de toutes les couleurs. Des créoles, des métisses, même des anglaises, qu'il trouve jolies. Bon, ça, chacun ses goûts. Ensuite, je lis, je ne sais si j'aime, voyez, comme beaucoup de gens qui ont perdu leur mère tôt, c'est irremplaçable, hein, à quiconque a perdu ce qui ne se retrouve jamais, ce qui fait que les difficultés avec les femmes sont considérables par la suite. Parce que la mère est sublimée, et pour la remplacer, c'est quasi impossible. En tout cas, c'est ce que je pense, sans faire de psychanalyse, qui n'est plus tout à fait à l'honneur, avant elle l'était, mais plus maintenant. Je pense que ça me paraît assez important. Je ne sais, donc il courtise 2 sœurs, parmi d'autres. Hein. Je ne sais si j'aime l'une des deux ou toutes les deux, l'une est plus hautaine, l'autre est plus voluptueuse, aucune n'est jolie, toutes les deux charment, vaincre l'une et avoir l'autre. Journal de Maurice, etc. Très souvent, ou assez souvent, ce journal est chiffré, exactement comme Stendhal. Alors je ne connais pas ce chiffre, je crois que quelqu'un a plus ou moins décodé, déchiffré tout ça, et j'aimerais bien y arriver de toute façon, mais il y a énormément de noms propres, par exemple, qui disparaissent. Bon, après tout, moi je ne suis pas intéressé par savoir qui est qui, hein, au fond, hein, mais quand même, ce serait amusant d'arriver à décrypter, à déchiffrer le code qu'il utilise. C'est donc quelqu'un qui a beaucoup aimé les femmes, mais ça n'a pas été, je dirais, un long fleuve tranquille. C'est encore une gravure au burin d'Émile Laboureur, parce que les livres d'illustrations de Toulet sont évidemment pleins d'illustrations extrêmement belles, dont celle-ci et tellement d'autres. En voici une autre, et cette fois-ci, l'illustrateur s'appelle Carlègle, et c'est un bois gravé. De toute beauté aussi, je trouve. Ici, le voici à Maurice, c'est encore l'album 114 que nous avons feuilleté tout à l'heure. Je pense que vous le reconnaissez, il est là. Une autre photo, il est assis, ici. Probablement son père est là, mais comme tous les adultes à barbe se ressemblent un peu, je ne saurais dire qui est son père, mais lui, évidemment, on le reconnaît. Voici pour Saïd, parce que quand il quitte Maurice, eh bien, il va passer par Port Saïd. Alors, le retour en France est inénarrable. Il s'embarque sur un bateau qui s'appelle le Pays-Haut, et là, il s'amatelote, dirais-je, avec un certain nombre de théâtreuses, premier rôle ou pas, qu'il a d'ailleurs déjà un peu connu à Maurice. Ensuite, on va s'arrêter à Port Saïd, et puis il va prendre le train pour aller jusqu'à Alexandrie, et à Alexandrie, la troupe théâtreuse est appelée à son devoir, tandis que lui fait la connaissance d'une cabaretière grecque, d'une beauté parfaite, au nom militaire de Catina. Pour des raisons bizarres qui ne sont pas explicitées, la belle Catina disparaît subitement. Ce qui n'empêche pas Paul-Jean Toulet de continuer son périple, puisque, en allant vers la France, il est pris en charge par un officier d'infanterie de marine qui évidemment le confie à d'autres marsouins, c'est l'infanterie de marine coloniale d'autrefois, à d'autres marsouins retour de Madagascar. Et là, il va de messe en messe, sans eux, hein, et de toast en toast, ce qui fait que le voyage et l'arrivée à Toulon doit être assez spectaculaire, etc. Et on lui confie une mission d'importance qui est bien une espèce de calypso du cru, un peu fané. On ne sait pas quelle est cette mission, on ne sait pas ce que ça donne, et il racontera tout ça à une correspondante qui est Madame Bulto, qu'on rencontrera tout à l'heure. Mais c'est très très amusant de le lire, car l'une des caractéristiques de Toulet, puisque j'ai dit orphelin, c'est le pince sans ririsme. C'est lui qui emploie ce mot, pince sans ririsme. C'est l'humour, c'est la drôlerie, c'est la fantaisie. C'est quelqu'un qui ne gémit pas. Et c'est pourquoi il serait absurde de le considérer comme un romantique. Pas de pathos, pas de déclamation. Bilan de cette deuxième période, Maurice, donc 85-88, 3 années, une citation, et vous allez retrouver Baudelaire. Je me rappelle à moi-même ce poème des petits poèmes en prose
qui avait perdu son auréole dans la boue. Voilà près de 5 ans que la mienne a glissé, et il me semble que je n'ai qu'à étendre la main pour la ramasser. N'était-ce pas hier? Cette vie oisive qu'il a menée, il n'est pas dupe. Il sait qu'il perd son temps. Il sait que l'essentiel n'est pas là. Finalement, et j'utilise la locution qui est entre guillemets d'une professeure que j'ai un tout petit peu connue qui s'appelle Béatrice Didier, qui travaillait à Paris 8 et qui a écrit justement un livre que j'ai relu récemment qui s'appelle Le journal intime. Ce que recherche Paul-Jean Toulet, et peut-être ce qu'il recherchera tout au long de sa vie, c'est un refuge matriciel, étant donné cette situation d'orphelinat qui est la sienne. On passe à la 3e période. Rappelez-vous, il est arrivé à Toulon. Dans quel état, je ne sais pas. Il va y rester 2 ou 3 jours et il s'embarque pour Alger. Il va y passer à peu près une année, un tout petit peu moins. Il s'embarque le 3 décembre. Il arrive dans cette ville d'amour. Alors ce qui est en bleu, ce sont toujours des citations de Toulet, comme vous le voyez, bleu ou violet. Il arrive dans cette ville d'amour et il y séjournera, disais-je, à peu près une année. Il va occuper 4 appartements successifs et il est censé y entreprendre des études juridiques. Ça va durer quelques semaines. Il entreprend aussi des études littéraires qui l'intéresseraient davantage. C'est lui qui le dit, mais il les jette aux orties à peu près comme les études juridiques. Alors il fréquente un certain nombre de lieux, le Café du Ballon, la pension Fautrier, et il rencontre des étudiants ou des gens assez jeunes avec qui il noue des liens d'amitié. Il rencontre des théâtreuses, une fois de plus, des amis et des jeunes filles, bien évidemment, et apparemment, il aurait connu là son premier grand chagrin d'amour. C'est l'un de ses amis qui en parle, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. À Alger, il lit beaucoup, toujours, et, contrairement à Maurice, il écrit et surtout il publie pas mal. Pour l'instant, il n'a publié qu'une fois, quand il était à Saintes. Il a remplacé un petit chroniqueur dans Le Phare à Charentais, qui est une revue qui rend compte d'une exposition de peinture. Mais là, à Alger, il se met vraiment au travail et il est publié. Alors, quelques précisions sur cette 3e phase. Voici à peu près l'endroit où il habite. C'est le haut d'Alger. Je lis. À mesure que je monte vers les hauteurs, comme il sied à un poète, je demeure, je vois comme un tapis qui se déroule, Alger se déployer à mes pieds, et le port, et la courbe du golfe murmurant. Il habite d'ailleurs d'abord aux 50 rue de Rovigo. 3 autres appartements suivront plus bas, parce que c'est pas un grand sportif, et monter toutes ces marches finit par le fatiguer. Alger, il est fou de cette ville. Voici ce qu'il écrit. Alger, ville d'amour, où tant de nuits passées m'ont fait voir le henné de tes roses talons. Tu nourrissais pour moi d'une vierge aux doigts longs l'orgueil et l'esclavage et les fureurs glacées. Toulet aurait rencontré une couseuse, on pourrait dire une coureuse, qu'il aurait trompée, et le narcissisme d'un jeune homme d'une 20aine d'années, plus un certain goût de la persécution, peut-être, font qu'il aurait été malheureux. Et un de ses amis, qui s'appelle Louis Martin, a décrit tout ça en long, en large et en travers. Je ne crois pas que ce chagrin d'amour ait été épouvantable. Sur le moment, sans doute, mais je ne pense pas que ça ait eu une importance considérable, bien que Paul-Jean Toulet ait écrit quel orgue, oui, une âme d'enfant, jusqu'à la première femme qui en joue et le fausse. Alors est-ce que c'est cette Marguerite? Je n'en sais rien. Ce que vous pouvez comprendre, que j'aime à dire malgré les mœurs du temps, c'est que ce Paul-Jean Toulet qui aime beaucoup les femmes est par conséquent, dirais-je, un tantinet misogyne. Un tantinet seulement. Parmi ses amis, un jeune architecte qui s'appelle Pierre Gaveau. Et c'est ce Pierre Gaveau qui a fait se signer pour Paul-Jean Toulet. C'est toujours dans le fond palois, et on trouve ici un peu de latin que Pétrus, c'est-à-dire Pierre Gaveau, l'ami Pierre, a donné à l'ami Paul, en telle date, donné, c'est un imparfait d'abat,
se signer. C'est signé Toulet en bas, parce qu'il a reçu ça après son départ d'Alger. Et ce jeune architecte est quelqu'un qui a beaucoup aimé indiscutablement Paul-Jean Toulet, et Maxime pourra confirmer que ce Pierre Gaveau a beaucoup écrit à Paul-Jean Toulet en latin. Toutes les lettres que Gaveau écrit à Paul-Jean Toulet sont à l'encre rouge, je crois, ou la plupart, et en latin. Mais il va mourir très jeune, et donc c'est une amitié qui sera rompue. Les autres amis, Joseph Casanova, c'est probablement un Corse, et puis Louis Martin, que j'ai cité, et puis un autre dont le nom m'échappe maintenant, mais il y a surtout 3 amis, plus Pierre Gaveau, qui sont tous d'ailleurs des lettrés, et qui parlent de littérature et d'art, indiscutablement, beaucoup. C'est le MS 207 qui détient ceci. Voici ici le début du journal algérien. Oui, algérien, donc c'est la suite du journal mauricien de tout à l'heure. Alors si j'essaie de lire, je lis ceci, en haut, ici par conséquent, à bord du Languedoc, 1er décembre 88. Vous vous rappelez, je disais tout à l'heure, il arrive le 3 décembre, et effectivement, Alger, 3 décembre, voilà. Alors, vous voyez, c'est le début. Donc là aussi, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais naturellement, vous avez ces documents, et les chercheurs ont tous ces documents dans le fonds palois pour voir ce qu'il en est. Dès qu'il arrive à Alger, c'est du moins ce qu'il note dans son journal, il pratique le spiritisme, pas longtemps, hein. Mais c'est à la mode, d'une part, et là encore, il est difficile de ne pas penser qu'il essaie d'une certaine façon peut-être de rentrer en contact avec cette mère disparue, pourquoi pas. En tout cas, c'est une hypothèse. Mais ce n'est pas du tout son tempérament. En revanche, parce que je ne vais sans doute pas le dire plus tard, il me semble que je dois dire ceci, il y a chez Paul-Jean Toulet, entre autres tonalités, une tonalité fantastique, à laquelle j'adhère personnellement, hein, assez peu, mais elle est extrêmement présente, extrêmement présente. On verra tout à l'heure peut-être. Donc, début du journal algérien, ça c'est le MS 189, en vert. Je vous disais qu'il retourne ses cahiers régulièrement. Ici, voici ce qu'il dit à propos des femmes, justement, à Alger. Peut-être vous pouvez le lire, ça c'est plus gros. Je tourne au gaga, j'ai la tête pleine de filles, etc., etc. Vous voyez, donc je ne crois pas que Marguerite, etc., certes, elle louchait un peu du cœur. C'est une formule de Paul-Jean Toulet, loucher un peu du cœur, hein, mais je ne crois pas que ça l'ait affecté trop longtemps. Je tourne au gaga, j'ai la tête pleine de filles, et quand je... Il a une relation, à mon avis, hein, qui peut être extrêmement tendre avec les femmes, mais qui doit pouvoir être un peu dure. Je ne développe pas, je n'ai pas le temps. En revanche, ici, vous voyez, un chiffre. Hein, il n'a pas écrit en toutes lettres, alors qui est-ce qui est nommé, je n'en sais rien. Bon, ça c'est important, fait à Alger sa véritable entrée dans le monde littéraire. Alors qu'est-ce qu'il publie essentiellement ? D'abord sous divers pseudonymes, dont Jean de Maurice, ça c'est évident, hein, de Maurice, mais il y en a d'autres, pseudonymes, plusieurs articles dans diverses revues algériennes, notamment la revue algérienne, justement, le Charivari oranais, la Vigie algérienne. Tout ça, nous l'avons, hein, ici à Pau. Ensuite, avril-octobre, 14 chroniques dans la Vigie algérienne, oh mince, pardon, j'en parle pas trop, et puis, du 6 mai au 1er septembre 89, c'est le centenaire de la Révolution française. Donc il suit la Révolution française au jour le jour. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 mai 1789 ? Alors là, il va utiliser tout un tas d'historiens reconnus, Michelet, Thiers, Prudhomme, Goethe, etc., Tocqueville, etc., etc. Donc il fait des lectures, et ce qu'il écrit sur la Révolution française au jour le jour, ce sont des anecdotes, mais je vous assure que c'est sérieux, sans être novateur, probablement, je ne suis d'ailleurs pas qualifié pour en parler, d'après ce qu'on dit, mais c'est fort intéressant par le trait, notamment, et aussi par sa prise de position, parce que c'est un aristocrate, au fond, dans l'âme. Eh bien, il ne prend pas du tout le parti de l'aristocratie, et même, il reprocherait assez volontiers à l'aristocratie d'être largement responsable de la Révolution française. Il changera peu à peu, enfin, il se radicalisera un petit peu plus tard, il écrira pour Le Soleil, par exemple, qui est une revue monarchiste. Alors, pardon, je vais un peu vite.
Par ailleurs, il écrit 2 piécettes de théâtre, en vers. La première, La Servante de Molière, mais il n'y a pas son nom sur l'affiche. Ce sont ses amis, Louis Martin et Cottoni, voilà, son nom m'est revenu, qui ont signé, et Toulet n'apparaît pas. Ce qui fait que, oh là, je fais la même bêtise que tout à l'heure, voici ce qu'il écrit dans son journal. Vers en langues étrangères, bon, il est très déçu par la représentation, ça m'a fait souffrir. J'ai analysé la pièce dans Le Moniteur, donc une autre revue, en ai dit du bien, sauf de ma scène, que je me suis offert la fumisterie d'éreinter et de ridiculiser. C'est typiquement Toulet, vous voyez. C'est-à-dire, il dit du mal de ce qu'il a écrit. Et donc, c'est le pince sans ririsme, c'est l'insolence de Toulet qui apparaît, entre autres, ici. Donc, la fumisterie d'éreinter et de ridiculiser la scène, c'est la scène 2 qu'il a écrite. Bon, il écrit et lit des vers, parce qu'après il ne lira plus jamais sa poésie, mais Alger, visiblement, il a lu les vers qu'il écrivait, et certains seront repris dans les nouvelles contre-rimes ou des vers inédits par Henri Martineau beaucoup plus tard. Alors, bilan pour cette 3e période, 30-35 minutes, hein, j'ai mis à peu près. Je vous citais ça tout à l'heure. Quel orgue? J'ai fait une faute dans le livre, parce que je reprends cette citation. J'ai mis quel, je fais des bêtises comme ça. Alors, je m'en suis rendu compte hier soir, j'ai failli faire un harakiri. Bon, mais je me suis dit, j'ai quelques belles semaines devant moi, je vais continuer à vivre. Quel orgue? Une âme, là aussi je répète une âme, je ne sais pas pourquoi, quel orgue, une âme d'enfant, jusqu'à la première femme qui en joue et le fausse. Hein? Voilà. Donc c'est important, à part que j'ai sottement répété une âme. L'année passée, c'est ça qu'il faut retenir d'Alger, entre autres choses, plus que le chagrin d'amour. L'année passée à Alger a mûri Toulet, l'a révélé à lui-même et affiné ses dons d'écrivain polygraphe, puisqu'il écrit pour le théâtre, il écrit pour des journaux, il écrit des vers, etc., etc. On passe, si vous voulez bien, à la 4e période. Il revient dans le Béarn. Et là, il va y passer assez longtemps, comme vous le voyez, 9 années à peu près, qu'il va passer à Caresse, essentiellement, le pays de l'enfance et des vacances. Mais bien évidemment, il ne se contente pas de rester à Caresse. Ces 9 années sont entrecoupées de voyages en Espagne, 91, à Paris, où il est accueilli par un de ses amis du lycée, Léon Barthou, le frère du futur ministre, qui lui présente Maurras notamment, et Toulouse-Lautrec, qu'il va fréquenter à Paris. Fréquent séjour à Saint-Loubès. Saint-Loubès est entre Bordeaux et Libourne, et c'est là que sa chère sœur Jeanne va habiter un château que nous allons voir tout à l'heure, le château de la Raffette. Je répète qu'entre le frère et la sœur qui va jouer indiscutablement le rôle de mère, pour autant qu'elle le pourra, recueille Paul-Jean Toulet quand ça va décidément trop mal. Donc Saint-Loubès, Pau, ce serait assez pittoresque là aussi d'en parler, parce qu'il part pour Pau une journée et il revient 15 jours plus tard. Et évidemment, entre-temps, il s'est passé un certain nombre de choses. Sur la côte basque, bien sûr. Son emploi du temps, on peut dire qu'il est régulier, puisque sa vie, c'est la nuit, ce sont les casinos, c'est l'alcool, les alcools forts, ce sont les femmes de premier saut, ce sont de blanches harlequines, ce sont des yeux d'aventurier. Voilà sa vie. Jamais, il n'est au lit avant, mettons, 5-6 heures du matin, et jamais il n'est levé avant 3-4 heures de l'après-midi. Il lit beaucoup, toujours, notamment, et ça, malgré mes efforts, je n'ai pas réussi à le faire exposer, il lit les 4 volumes du dictionnaire de Bayle, qui sont conservés ici, les exemplaires de Paul-Jean Toulet. Alors c'est vrai qu'ils sont en mauvais état, et donc on n'a pas pu les montrer, c'est dommage. C'est de son livre de chevet, c'est un ami, là aussi il se réfugie dans cet admirable dictionnaire en 4 volumes. Il écrit peu, et il fait tellement la fête qu'il n'a plus trop la force ou le temps d'écrire, simplement 3 nouvelles, dont je vais tout à l'heure parler. Donc ça, c'était la présentation. On va développer un tout petit peu, à peine. Caresse et Salis de Béarn, voici l'une des seules photos, peut-être la seule que nous ayons de Paul-Jean Toulet à Caresse, devant le puits.
avec ici un petit garçon, une petite fille, plutôt une petite fille. Donc Toulette, il faudrait dire Toulette, la Béarnaise lui-même dit Toulette, d'autant qu'il jouera sur les mots avec l'anglais too late, trop tard. Donc, je vais dire Toulette à partir de maintenant. Toulette devant le puits du Hagette. Le temps était couleur de pêche sur le Salaïs qui dort. Un oiseau d'émeraude et d'or fila comme une flèche le Salaïs qui passe à Salis de Béarn et qui passe à Caresse ici. 1896, duel. Le caractère de Toulé, enjoué, mais susceptible. La susceptibilité de l'huître, dit-il. Jovial, mais parfois agressif. Courtois, mais très insolent avec les raseurs. Autrement, d'une droiture impeccable. Voilà en quelques mots, peut-être, son caractère. Donc plusieurs rixes tout au long de sa vie, et au moins un duel, et puis des gens qui n'ont pas répondu à ses provocations. Ici, je disais seule photo de Caresse, elle a été prise probablement à Caresse, celle-là aussi, il est là. Et alors elle m'amuse beaucoup, parce qu'il montre avec sa canne sa chienne Djali, qui pose vraiment comme une starlette en bas. Et le duel, c'est avec ce personnage ici, qui est un cousin qui s'appelle Émile Thor. Je ne connais pas les autres. Voilà. Donc c'est encore une photo de Caresse. Et Caresse, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, d'abord il a fallu le louer pour partie, pour subvenir à ses besoins, parce qu'il perd beaucoup au casino, il dépense beaucoup. Quand il arrive, il change de chemise et d'habit à peu près tous les jours quand il est à Pau, et évidemment il ne ramène jamais ses affaires à Caresse. Il les laisse sur place. C'est l'aristocrate, indiscutablement. Et donc la fortune, eh bien, elle sera quand même dilapidée assez vite avec ce train de vie. Donc il est obligé de vendre le Hagette en 1898 au Dupourquet, qui habite déjà depuis un certain temps. Je vous disais, il fait un certain nombre de séjours sur la côte basque, et vous me voyez venir, vous savez qu'il est mort sur la côte basque. Je lis. À Guétari, le 12 janvier, la mer par la fenêtre, un carré bleu tendre, et des oiseaux qui passent dessus, continuellement dans le même sens, quittant la montagne. Ça fait penser un petit peu à Loti, le début de Ramuncho, je sais pas, les courlis, etc., annonciateurs de l'automne. Et, miracle, à Pau est conservée cette photo, Guétari, PJ, Paul-Jean, 1890, donc c'est cette année-là, et vous le voyez avec son canotier. Donc c'est l'un de ces séjours sur la côte basque que représente cette photo. PHA 50, c'est un autre album photographique. Tout à l'heure, c'était le PHA 114. Pau, maintenant. Là, c'est très net. Personne n'a jamais parlé de Pau comme Paul-Jean Toulet. Il y a des dizaines de citations sur Pau qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Jam a parlé du Béarn, mais il n'aimait pas tellement Pau. Toulet, ce n'est pas du tout le cas. Et je suis content d'avoir réussi au bout de 5 ou 6 ans, ou 7 d'efforts, à obtenir que 4 citations de Paul-Jean Toulet soient, ou fussent, installées dans le parc du château. Et vous verrez que c'est bien fait, c'est très bien fait, c'est pas moi qui l'ai fait ça, mais ça faisait bien des années que je demandais à ce qu'il y ait une espèce de petit parcours poétique. Alors, il est entamé avec 4 citations, en espérant que d'autres poètes suivront, qui ont aussi fréquenté le parc du château, comme Paul-Jean Toulet, vous allez le voir. Ici, voici le café Champagne. Quand il se lève, donc vers 5-6 heures de l'après-midi, il arrive au café Champagne, que vous connaissez. Ensuite, eh bien, il va au casino. Le petit casino, ce n'est pas le casino actuel. C'était le casino qui était au bout de la place Royale, qui a été détruit. Et là, eh bien, il va faire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire jouer au baccarat, boire des alcools forts, flirter avec diverses jeunes femmes ou jeunes filles. Ici, vous reconnaissez encore un burin d'Émile Laboureur, où on voit justement une fenêtre,
où peut-être aurait pu résider Paul-Jean Toulet avec un attelage bien béarnais qui passe dans une rue qui pourrait être la rue Sully ou telle autre rue de Pau. Ensuite, ceci sur Pau, mais il y aurait beaucoup d'autres citations. Ce sublime aréopage de montagne, et les collines recourbées, et les arbres lointains du vieux parc, tout ce décor qui a ri à tant de mes joies passagères, pour lequel, parmi tant d'autres choses, j'aimerais toujours Pau dans mon souvenir. Pau, où j'ai été jeune et très embrassé, les bancs et les ombrages de ces jardins m'en soient témoins. C'est dans des lettres à soi-même, je le dis tout de suite, l'orphelin a beaucoup de mal à trouver un alter ego, quelqu'un avec qui dialoguer vraiment, et l'un des moyens qu'il va trouver pour dialoguer avec l'autre dans le miroir, c'est de s'écrire à lui-même des lettres. Elles ont été découvertes tardivement par Henri Martineau, qui est la personne qui a sauvé l'œuvre de Paul-Jean Toulet, dans une boîte de laque rouge. Et ça a été édité de façon posthume, bien évidemment. C'est l'un des chefs-d'œuvre de Paul-Jean Toulet. Et ici, c'est un panorama du boulevard des Pyrénées, parce qu'au petit matin, je vous le disais, il a bu, il a perdu de l'argent, il s'accoude sur la balustrade de la sublime terrasse, il voit les Pyrénées, c'est le matin, là ce serait plutôt le soir. Et ce panorama, j'ai appris il y a 2-3 jours qu'il a été vendu par un ami, Philippe Fermigier, à l'usine des tramways, à la bibliothèque du patrimoine. Et vous allez être surpris si je vous dis qui est l'auteur de ce panorama, le voici. Panorama du boulevard des Pyrénées, réalisé par le futur Saint John Perse. Béarn, c'est là, je pense, qu'il a rencontré la femme qui peut-être a été la plus proche de lui. Tout ça, c'est une hypothèse. Je ne crois pas du tout à la science littéraire, ni aux sciences humaines, pour ce qui me concerne. Je crois aux hypothèses, et je crois qu'il faut aussi rêver de temps en temps. Et la femme qui, pour lui, est le plus proche, qui apparaît le plus souvent dans ses poèmes, c'est Faustine, il l'appelle comme ça. Et c'est sûr qu'il l'a rencontrée à Pau ou dans le Béarn. Qui est-elle? Je ne sais pas, et au fond, je ne veux pas tellement le savoir. Je vous disais, il a écrit des contes. Alors, le premier, c'est Aut Diabolus, Aut Femina, vous voyez, hein? Et ça, c'est du fantastique, de type hoffmannien. 2 ans après, Nostalgie. Alors ça, c'est extrêmement romantique, c'est mélancolique, c'est automnal. Visiblement, ce sont des scènes qu'il a vécues du côté de Caresse, etc., avec une femme un peu plus mûre que celle qu'il fréquente d'habitude. Et là, le style est déjà parfait. C'est évidemment de la prose. Et 3e conte, Un cerf, l'année suivante, 94. Et là, si on ne disait pas quel est l'auteur, et si ça se passait dans le pays de Caux, on dirait c'est du Maupassant. Or, ça se passe en plein Béarn. Donc c'est curieux, il est en train de se chercher, et visiblement, il va dans diverses directions. Il écrit aussi sans doute quelques vers qui seront ou non repris à tous les sens du terme, retouchés et abandonnés ou au contraire conservés. Passons à la combienième, 5e période, Paris. Il a perdu toute sa fortune. Maintenant, il faut qu'il travaille. Et qu'est-ce qu'il sait faire à part écrire? Rien. Donc il va falloir qu'il écrive. 13 années de bohème distinguée, alcool fort, il continue, sur sa lancée, opium, vous allez voir pourquoi, après le Gandia, baccarat, jolie femme toujours, bien sûr. 13 années entrecoupées de plusieurs voyages. Alors le principal, c'est le voyage en Extrême-Orient. J'en dirai 2 mots. Ça, c'est pas quand même la porte à côté. Des amis, je ne les cite pas tous, ils seraient nombreux. Kurnonski, c'est le futur prince des gastronomes. Giraudoux, qui est un disciple, et qui évidemment doit beaucoup dans son style à Paul-Jean Toulet. Et je relisais Suzanne et le Pacifique, plusieurs pages dans Suzanne et le Pacifique sont consacrées à Paul-Jean Toulet. Et puis aussi
Debussy. Il y a un panneau ici qui rappelle cette amitié extrêmement forte avec Claude Debussy. Octobre 1903, ce serait ce texte-ci, je vais voir tout à l'heure si on a le temps de le lire un peu, c'est très beau. Mort de l'un de ses amis palois, que vous connaissez peut-être, certains, comme Jean-Louis Maffre là-bas au fond, Jo Guillemin, c'était l'hôtel de Navarre, l'actuel hôtel de Navarre, vous savez, du côté de Trespoy. C'est là qu'ils habitaient, les Guillemins. Henri meurt, lui aussi, usé de morphine, et c'est une grande perte, là aussi, pour Paul-Jean Toulet. Dans l'exposition, vous verrez une photo de Jo Guillemin. Il est enterré au cimetière de Pau. Je peux vous indiquer l'emplacement si vous le souhaitez. 13 années de travaux alimentaires. Je vous ai dit, il faut qu'il gagne sa vie. Donc il va pisser de la copie à 25 centimes la ligne à peu près. Il écrit des articles critiques. Il écrit diverses choses. Il fréquente des salons, un peu celui d'Anna de Noailles, mais surtout celui de cette dame dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'une de ces dames qui a un salon parisien extrêmement couru, qui est Madame Bulto, qui a connu tous les grands littérateurs et les grands artistes de cette époque-là. Et puis, il faudra quand même laisser une place non négligeable à cette jeune femme qui s'appelle Yvonne Vernon et que lui appelle la beauté blonde. Alors, développons un tout petit peu tout ça. D'abord, sur la rive droite, je vais me contenter de lire cette contre-rime. Je pense que le manuscrit, cette fois-ci, est lisible. C'est évidemment une copie, parce que quand il écrit une contre-rime, il retouche en permanence ses textes, et ceci n'est qu'une copie, c'est le MS 236 à Pau, c'est sans doute le manuscrit le plus précieux qui soit conservé ici. Trottoir de l'Élysée-Palace, et toi, nuit en velours, où nos cœurs nous semblaient si lourds, et notre chair si lasse. Dôme d'étoiles, noble toi, sur nos amours brisés, Taxoto des Champs-Élysées, soyez témoins. Et toi, sous-sol dans les vapeurs vineuses, encensez nos adieux, tandis que lui perlaient aux yeux ses larmes vénéneuses. Voici à peu près l'ambiance. Ceci, c'est une illustration pour Mon ami Nan de Chasse-Laborde. Laborde, c'est un nom béarnais. Effectivement, c'est un illustrateur d'origine béarnaise de très grand talent. Et ça se passe à l'American Bar. On connaît l'emploi du temps à Paris. C'est le Weber, le bain de cuir, c'est l'American Bar, c'est le café Vachette. On peut suivre tout ça. Tout au long de la nuit, il se déplace d'un café à l'autre. Et bien sûr, à chaque fois, on boit. À chaque fois, on parle, et à chaque fois, évidemment, on met sa vie un petit peu en danger. Et ici, c'est une caricature de Paul-Jean Toulet. Elle date de 1880, j'ai oublié de mettre, 91, je crois, par Jacques Dissort, que vous connaissez. Voilà. Mais il y a beaucoup de témoignages. Il a été décrit très souvent par les gens qui l'ont côtoyé, parce que c'est quelqu'un qui frappe tout le monde. Mais en général, il a cette position, il tient ses genoux comme ceci, il ne parle pas, il est assez jovial souvent, mais de temps en temps une humeur de chien, et il est parfaitement cinglant. Voyage. Alors, bonne soirée madame. On pourrait parler longuement de Paris, mais je suis obligé, le temps passe, de courir un petit peu plus vite. Voyage, donc Extrême-Orient, 1902-1903, avec son ami Kurnonski que vous allez là. C'est Sancho Panza et Don Quichotte. Autant Kurnonski est rond, autant Paul-Jean Toulet est filiforme, etc. D'ailleurs, quand Giraudoux parle du couple, il dit un homme maigre à peu près sur un corps rond, c'est Toulet sur Kurnonski. Bon. Voilà Kurnonski. Alors, ça vient ce nom de court, il cherche un pseudonyme et on lui fait une proposition. Et à un moment donné, il s'appelle Saillant avec une majuscule, il est d'Angers, un Angevin, un aristocrate aussi. Pourquoi pas? Pourquoi en latin c'est court? Non, c'est pas. Et pour faire un peu slave, russe, Kurnonski. Pourquoi pas avec du ski? Voilà d'où vient le pseudonyme. Bon, suite du journal, Lettres à soi-même. Ça c'est un des sommets de l'œuvre. Contre-rime, Lettres à soi-même. Ombre chinoise dont je parlerai tout à l'heure, et puis certaines maximes dont certaines sont là aussi. Donc, correspondance, c'est un épistolier étincelant,
étincelant. Alors dans ce livre des œuvres complètes, vous avez un certain nombre de correspondances, mais certains des lettres qui sont conservées ici à Pau ne sont pas ici. C'est-à-dire que le fonds palois peut enrichir encore le volume d'œuvres complètes de Bernard Delvaille qui est ici. Donc là aussi, ce sont des trésors, lettres à Debussy, lettres à... etc. Quelques cartes postales qu'il écrit quand il est justement lors de son voyage de l'Extrême-Orient. Il y en a des dizaines. Des dizaines. Alors vous en avez quelques-unes qui sont exposées. Aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire des visites, mais peut-être un jour, on pourra la faire ensemble. Voilà, des dizaines de cartes postales. Certaines sont relativement anodines, d'autres sont intéressantes, bien sûr. Les écrits, pendant cette période parisienne, il collabore à la vie parisienne. C'est là que vraiment il est très très peu payé. Il faut qu'il écrive à la ligne, tout simplement. Notes de théâtre, c'est le MS 485. C'est l'un des nègres de Willy, donc le premier mari de Colette, que vous avez là. Il traduit, je vous le disais tout à l'heure, puisqu'il est angliciste, The Great God Pan d'Arthur Machen, je ne sais pas comment il faut le prononcer. C'est un roman fantastique, très beau roman, et magnifiquement traduit. Magnifiquement traduit. Tout le monde le reconnaît. Ensuite, 4 romans. Alors j'aimerais vous parler longuement de ces romans, mais je vois qu'il y a déjà presque 55 minutes qui se sont écoulées. Les 4 romans majeurs ne sont pas là, mais il y en a 3 ici. Monsieur Duport en public, c'est une espèce d'autobiographie, mais très insolente, très décalée. Je n'ai pas le temps d'en parler maintenant. Nous avons les 13 premières pages, ici à Pau, de ce roman. C'est le MS 467. Le mariage de Don Quichotte, dont certaines pages sont vraiment un chef-d'œuvre. Vous savez que ici, le héros cervantin, c'est un être chimérique qui vit dans l'imagination du fait des livres qu'il a écrits. Eh bien, l'intrigue chez Paul-Jean Toulet, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que le héros, cette fois-ci, a lu Averroès, et du coup, il ne croit plus qu'en la raison. Eh bien, c'est tombé de Charybde dans Scylla. C'est pire qu'avant, il lui arrive des mésaventures qui sont assez épicées. Donc, vous voyez, là aussi, l'humour, il prend le contre-pied de Cervantes, le grand romancier, et il s'inscrit dans cette lignée. Alors, c'est vrai que tout n'est pas réussi dans le mariage de Don Quichotte, d'ailleurs, lui-même l'admet, qui dit, pour m'excuser de Don Quichotte, ces balbutiements d'une muse un peu manchotte. Vous voyez comment il présente son excuse. Je déforme un tout petit peu, mais la rime entre Quichotte et manchotte est exacte. Donc, je n'en parle pas plus, mais il y a quelques pages magnifiques. Les tendres ménages, je crois qu'on peut laisser tomber. C'est vraiment pas un chef-d'œuvre. En revanche, Mon ami Nan, c'est magnifique. C'est sa vie parisienne avec les jeunes filles, etc. Cette fille de joie et de tristesse, parce qu'elle est très superficielle. On peut penser qu'elle est tellement superficielle que c'est même pas la peine d'en parler. Oui, mais c'est la beauté. Et pourquoi ne serait-ce pas la beauté au sens platonicien du terme? C'est la question qui se pose. C'est-à-dire qu'il continue d'être attiré par Nan. Il en voit tous les défauts, il en voit tout le superficiel, mais il en voit le mystère féminin, le mystère de la beauté. Et je vous assure qu'il y a là de très très belles pages qui vont beaucoup plus loin qu'on le dit en général. Et puis des maximes. Alors j'aimerais vous en citer quelques-unes, il y en a tout un tas qui sont toutes plus passionnantes les unes que les autres. Voyons, laquelle vais-je choisir? Je ne sais pas. Écoutez, une qui n'est pas là, je crois. C'est bien de naître américain, mais le devenir, après plusieurs siècles de civilisation, c'est une maladie mortelle. Ou alors ceci, pour rester un petit peu dans la politique. Vous voyez que les Chinois ressemblent à la mer. Ils se dessalent peu à peu, etc., etc. Alors il y en a évidemment qui concernent les femmes. Il y a une sur les femmes que j'aime assez. Elles vous ruent dans les jambes, et puis elles disent « Vous boitez ?» Ensuite,
Donc Maxime, MS 193, MS 211. Donc il écrit des contes aussi, qui sont intéressants, je n'ai pas le temps d'en parler, et il publie des poèmes, notamment dans les Guêpes. Francis Jammes a beaucoup écrit et publié dans les Guêpes aussi. Ça, c'est la première page de Monsieur Duport, la 13. Vous voyez? Je ne sais pas si vous arrivez à lire là-haut. Monsieur Duport, homme public, chapitre 1er, l'emphase de Pierre Bénigne Duport. Il s'appelle Pierre Bénigne. Bénigne, c'est le prénom de Bossuet, sauf erreur de ma part. L'homme que, etc. Il y a 13 pages. Ça, il l'a écrit très vite. Et il l'écrit en même temps qu'il traduit Machen, le grand Dieu Pan. Ça, ce sont des notes qu'il a prises parce qu'il voulait donner une suite à son mariage de Don Quichotte. Alors, je n'ai pas le temps d'en parler, mais évidemment, toutes ces notes, c'est très intéressant, ça ne figure pas dans les notes complètes, les œuvres complètes, et c'est conservé à Pau. MS 209 cette fois-ci. Et ça, ce sont des maximes. Alors, Maxime, qui est là-bas au fond, justement, et qui prépare une thèse sur Paul Joutelet, qui connaît encore plus de choses que moi, m'a dit que certaines avaient été conservées, la plupart ont quand même été écartées. Bien qu'il y ait des croix rouges, comme vous le voyez, parfois doubles, parce qu'elles ont retenu son attention. Donc ce sont des brouillons de Maxime, une ou deux ont été retenus, les autres pas. Ensuite, romans illustrés, je vous en ai parlé de ces romans illustrés, et je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer deux autres bois gravés de Carlègle. Il y aurait des vers à dire là-dessus, mais je n'ai pas le temps, et une autre. Vous voyez que ce sont de véritables chefs-d'œuvre qui sont bien dans leur époque, bien évidemment. Donc, bois gravé de Carlègle pour Monaminane, bien évidemment. Tout ça est à Pau, bien sûr. Autres romans illustrés, puisque je parlais de Chasse-la-Borde, la couverture de Monaminane, et puis ceci, qui me permet de dire que ce pauvre Paul-Jean Toulet cocherait toutes les cases, comme disent les journalistes actuels, de la malpensance. Notamment, il est très français. Il aime la France. Et lui, il n'a pas peur de le dire. Et quand va éclater la guerre 14-18, il est bouleversé. D'autant plus bouleversé que plusieurs de ses amis, 3 au moins, meurent au front. Peut-être en parlerai-je tout à l'heure. Illustration de Chasse-la-Borde. Yvonne Vernon. Je vous ai dit que je voulais en parler, un tout petit peu quand même. Eh bien, c'est une jeune femme qu'il rencontre quand il est à Paris. Il arrive à Paris, il a 31 ans, et voici quand même ce qu'il écrit dans l'une des lettres à soi-même. « Le monde était autour de moi comme de la musique, et j'admirais cette noble avenue du bois, où le soleil à son déclin embellissait et séchait les pleurs d'une journée capricieuse. Adieu, mon ami, et croyez à tout mon plaisir de vous revoir amoureux, après un trop long intermède. » Voici Yvonne Vernon, dite Nobie. Alors elle est intelligente, elle est cultivée, elle est aussi un peu... Il la conduit, je pense, à la drogue, à l'opium notamment, elle voyage beaucoup, elle le trompe, il la trompe, et finalement ce qui aurait pu être merveilleux échoue. Et voici ce que Paul-Jean Toulet écrit à Madame Bultot, c'est encore une mère de substitution. D'ailleurs, Madame Bultot a essayé de lui donner des conseils. Ça ne lui a pas plu à Paul-Jean Toulet. Au bout d'un certain temps, rupture. La correspondance s'interrompt. Je vois des gens qui se demandent pourquoi, et c'est parce qu'il n'a pas supporté que Madame Bultot veuille s'ériger en mère de substitution, à mon avis. Voici ce qu'il écrit, à propos de Nobie. « Je voudrais bien aussi n'y être amoureux, je fais tout ce que je peux pour ne pas le tomber de Mademoiselle Yvonne, en n'allant pas la voir, quoique je la sache à Paris. La dernière fois que je la vis, elle était aussi belle que les choses qu'on regarde avec la mémoire. Elle n'a guère eu le temps, depuis l'été dernier, de changer assez pour n'être plus dangereuse. Et vraiment, ce peu de cœur que j'ai sauvé des bêtes, je ne veux plus le placer qu'en vie âgée. » Donc il refuse de tomber amoureux, parce que dans cette position qui est la sienne, d'orphelin définitif, on ne peut pas tomber amoureux, fût-ce d'une jeune femme aussi jolie et intelligente que Nobie. Conclusion sur Paris, très rapidement. C'est à Paris qu'il a écrit le plus gros de son œuvre littéraire et paralittéraire.
Mais il quitte Paris presque les pieds devant, je cite, usé par son frère le whisky et son ami la nuit. Résultat, eh bien, il va se réfugier chez sa sœur, autre mère de substitution, mais celle-là qui sait tenir sa place et ne pas déborder. Il va à la Rafette, il va y passer de 1912 à 17. Il s'installe à la Rafette, donc entre Libourne et Bordeaux. Il est soigné par sa sœur et des cousines, dont une s'appelle d'ailleurs Mauricia. 1912, défection de l'éditeur. Il connaît depuis 2 années, je crois, Henri Martineau. Henri Martineau a créé une revue qui s'appelle Le Divan et une maison d'édition qui porte le même nom, Le Divan. Et Henri Martineau lui a demandé, lui a dit, il faudrait que vous éditiez vos contre-rimes. Et par-dessus le marché, il y a un éditeur marseillais, il faut que j'aille très vite, qui s'est proposé de publier 5 poètes fantaisistes. De Rem, Carcot, Toulet fait partie des 5. Or, cet éditeur marseillais, il est éditeur comme un premier moutardier du pape, tant et si bien qu'il va faire faillite, et donc en 1912, les contre-rimes ne peuvent pas être édités, c'est un premier échec. 1912-13, présent dans plusieurs revues, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus reconnu à Paris notamment comme poète, et poète de grande valeur, et notamment les fantaisistes de Rennes par exemple le tiennent pour un chef de file, alors que lui n'a rien du chef de file en tant que tel. Mais ce sont ces poètes-là qui le désignent ainsi. En 14, il écrit Les 3 impostures, c'est son grand recueil de maximes. Il y a 3 parties et c'est tout à fait à lire. Ce sont quelques-unes des maximes qui sont là et j'en ai dit tout à l'heure 2 ou 3. Donc Almanach des 3 impostures, numéro du divan consacré à Paul-Jean Toulet en juillet-août 14. Encore la guigne. Le 3 août, l'Allemagne envahit la France. Donc ce numéro spécial entièrement consacré à Toulet, aucun écho. 1915, je vous ai dit que c'était un Français, eh bien, il veut s'engager. Il a une santé pitoyable, évidemment, on ne veut pas de lui. Mort de plusieurs amis très chers, dernier voyage en 1916 et mariage. On arrive près de la fin, je vais essayer d'accélérer. La Rafette, voici le château de la Rafette dont je vous parlais. C'est Toulet qui a corrigé la légende de la carte postale là-haut. Voici un poème. Il a dit, je vais déformer la citation, mais quand on a compris que la vie n'est que fumée, la fumée de votre toit garde quelque douceur pour vous. Et ce poème qui s'intitule Le Toit, c'est ça. Alors je ne vais pas le lire en entier, mais quoi qu'il y a la transcription ici, dans le silence, c'est une contre-rime, comme vous le voyez, dans le silencieux automne, d'un jour molle et soyeux, je t'écoute en fermant les yeux, voisine monotone. Ces gammes de tes doigts hardis, c'étaient déjà des gammes, quand n'étaient pas encore des dames, mes cousines jadis. Et qu'au toit noir de la Rafette, où grince un fer jongeant, les abeilles d'or et d'argent mettaient l'aurore en fête. Chef de file des fantaisistes, ceci c'est un tableau de Klingsor. Il figurait justement dans la librairie d'Henri Martineau, au Divan. Et vous voyez des poètes fantaisistes. Ici, par exemple, vous reconnaissez De Rem. Ici, c'est un ami, Béatrix Dussane. Et vous avez ici le buste de Toulet, qui est exposé ici, vous l'avez vu peut-être, qui est au musée des Beaux-Arts de Pau et que le musée des Beaux-Arts de Pau a prêté à la bibliothèque patrimoniale. Vous le verrez, ce buste qui est admirable et qui a été fait par Siesinski. Et voyez que ce tableau, qui est postérieur à la mort de Toulet, tous les poètes fantaisistes sont là, et Toulet est mort, mais il figure au-dessus des autres, parce qu'il est considéré comme un chef de file sous les traits de ce buste fait par Georges Clément de Siesinski. Vous le voyez, ça? Je me suis expliqué, peut-être pas très clairement. Si, ça va? Bon, voilà. Alors, je ne vais pas énumérer tous les gens qui sont là. Le tableau s'intitule « Hommage à Toulet », justement, et voyez que c'est un tableau de Tristan Klingsor. Et voyez en bleu, j'ai écrit Paul-Jean Toulet, buste par Siesinski. Il est tout en haut, c'est le chef de file qui, à titre posthume, règne sur cette école fantaisiste. Mariage, maintenant. Je vous ai dit, voilà, impossibilité peut-être, très grande difficulté de trouver une femme qui lui convienne tout à fait. Eh bien, cependant,
Voici ce qu'il écrit. J'ai été très malade pendant 2 ans de plus, malade à ne pas écrire, Puis j'ai été mieux, et j'ai voulu m'engager bourgeoisement dans les secrétariats, mais ça n'a pas, comme disaient les gens frivoles avant la guerre, biché. Et j'ai eu une rechute. Sur quoi ma famille, fatiguée de me soigner, m'a marié. Il y avait justement à la Rafette une façon de chapelle ou d'oratoire qui n'avait jamais servi à ça, et un père jésuite inoccupé. Tout le monde avait l'air satisfait. Il faisait un temps de juin bien agréable, et les dames ont fort décemment pleuré au petit prêche de circonstance. Moi-même, malgré mon horreur des cérémonies, je n'aurais trop rien dit si je n'eusse pas été si directement en cause, et si on ne m'avait, sous ce prétexte, fait lever à une de ces heures dont on ne voudrait même pas pour mourir. N'allez surtout pas prendre ce texte au premier degré. En vérité, le très insolent, le très caustique Paul-Jean Toulet est un vrai tendre. Seulement, ça n'est pas quelqu'un qui va faire des déclarations et porter son cœur en bandoulière. En fait, je suis persuadé que cette Faustine, parce que c'est mon hypothèse, Marie Vergon, qui est la fille d'hôtelier de Guattari, qu'il finit par épouser et avec laquelle il va passer les 4 dernières années de sa vie, c'est une jeune femme qu'il a rencontrée à Pau, et ça n'a pas été qu'une infirmière destinée à requinquer un quinquagénaire d'Hécatie. Je suis persuadé que c'est quelque chose qui a été beaucoup plus sérieux que ça. Je répète que ça n'est qu'une hypothèse, que peut-être j'embellis la vérité, mais je préfère. Voici un autre burin de laboureur. Vous y reconnaissez le château de Pau et Faustine. La Rafette, très rapidement, grâce à sa sœur devenue vicomtesse de la Blancheté, nous avons tout un tas de lettres, l'orphelin se retape, plus ou moins à la Rafette, où il a trouvé refuge. Les lettres, il écrit beaucoup de lettres à son neveu, Pierre-Henri de la Blancheté, qui est devenu diplomate, qui a d'ailleurs travaillé avec Giraudoux, et très curieusement, mais c'est assez fréquent chez ce genre de caractère, je crois, lui qui était assez difficile à diriger, à canaliser, ne cesse de donner des conseils à ce neveu. Et alors des conseils extrêmement sérieux, donc ça devient extrêmement amusant de voir les conseils qu'il peut donner, lui qui a mené cette vie de bâton de chaise. Enfin reconnu comme un vrai grand poète, les fantaisistes et le docteur Henri Martineau, donc revue et édition, jouent un grand rôle dans cette reconnaissance. Dernière partie de sa vie, Guattari, 4 années, grosso modo, vous voyez qu'il est vieilli. Il a pourtant 50 ans à peu près, ici. Il a jeté l'ancre à la Villa Etcheverria, donc Meizuna, Van Béarnais. Il collabore à plusieurs revues dans le Divan. Il a presque terminé un livret d'opéra tiré du As You Like It de Shakespeare. Et Debussy, lui, n'a pas eu le temps d'écrire la musique de cet opéra, puisque Debussy meurt en mars 18. Il reçoit des visites, Ziesinski, le sculpteur dont j'ai parlé tout à l'heure, Rostand, Valéry, Paul Valéry et d'autres. Sa dernière correspondance, et il ne verra jamais le comte René Philippon, c'est avec ce comte-là, elle figure dans les œuvres complètes, elle est aussi très intéressante. Publication de Comme une fantaisie, et dans Comme une fantaisie, tout est très intéressant, mais il y a notamment un conte qui était particulièrement cher à Paul-Jean Toulet, qui pour moi effectivement est une pierre précieuse, s'appelle Ombre chinoise. Si vous avez l'occasion de le lire. C'est l'histoire d'un poète qui ressemble passablement à Paul-Jean Toulet, mais qui est chinois, et qui s'appelle Faux, F-O, accent circonflexe. Pendant tout ce temps-là, puisque en 1912 la publication des contre-rimes a échoué, il continue de polir et de repolir les contre-rimes. Et puis il publie un roman qu'il avait écrit bien avant, et dont le premier manuscrit est à Pau, c'est le MS 466, alors là, plusieurs dizaines de pages, et ce roman s'appelle La jeune fille verte, c'est le 4e roman qui vraiment est très très intéressant. Ça se passe à Ribamour, et Ribamour en fait c'est Salise de Béarn. Alors il y a des pages un peu ennuyeuses sur les parts prenantes, enfin que je trouve un peu ennuyeuses sur les parts prenantes de Salise de Béarn, etc., mais qui intéresseraient des historiens. Mais c'est une histoire alors là assez balsacienne, héritage, intrigue ecclésiastique, enfin intrigue amoureuse naturellement,
Bon, c'est quand même très amusant de lire ça. Donc je répète, c'est une deuxième version. Et la première, eh bien nous avons, enfin je dis nous, vous voyez Catherine et la bibliothèque patrimoniale, nous avons le manuscrit complet, à 3-4 pages près. Il meurt le 6 septembre 1920, pas 2020, comme je l'ai écrit sottement tout à l'heure, à Guétari. Alors quelques images au bord de la mer, voici la villa Etcheverría, où il va finir sa vie, elle existe encore. Voici encore un burin de laboureur, parce qu'il est très difficile quand même, quand on s'intéresse aux signifiants, de ne pas rapprocher mère d'un orphelin et mère. Et s'il a beaucoup parlé des montagnes vues de Pau, il a aussi beaucoup parlé, beaucoup décrit la mer, l'océan. Et je vous assure que c'est souvent très admirable. Par exemple, sur l'océan couleur de fer, bon, je n'ai pas trop le temps de le lire parce que je ne veux pas quand même vous retenir trop longtemps. Ensuite, tous les Debussy, grande amitié. À peu près le même type de caractère, et cependant, Toulet n'est pas un grand musicien. S'il fallait parler d'un musicien dont la musique ressemble à la poésie de Toulet, je citerai Éric Satie, celui des Gnosiennes et celui des Gymnopédies, beaucoup plus que Debussy. Le peintre, pour moi, c'est Watteau. Le peintre le plus proche de la croix, mais Watteau. Je n'ai pas le temps de développer ça, peut-être un jour je le ferai. Voici, c'est une lettre qui est là, je ne sais pas si vous aurez le temps de la voir tout à l'heure. Debussy a pitié, c'est pas le mot qu'il faut, mais enfin, voit que Toulet est en train de gâcher sa vie, de perdre la santé avec ses excès, et il essaie de le conseiller avec une délicatesse tout à fait exquise. Non, mon cher Toulet, parce que Toulet a quitté Paris, il est à Guétari maintenant, et Debussy est resté. Non, mon cher Toulet, je ne vous oublie pas, et mon amitié m'est trop précieuse pour que je cesse jamais d'y croire. Et il va essayer de lui dire, mais enfin, essayez quand même. Je suis mal placé parce que je n'ai pas de solution vraiment à vous donner. C'est vraiment d'une très très grande délicatesse, et toute la correspondance entre les deux hommes est comme ça. Et voici ce que répond, voici Debussy, c'est une carte qui est ici, à Pau, et qui a été envoyée par Debussy à Paul-Jean Toulet. Et voici ce que répond Toulet. Mais au nom du ciel, ne vous pensez pas indiscret en me parlant de ma façon de vivre, tout le monde y danse. Il y a heureusement d'autres chambres beaucoup plus secrètes, dont vous, tout le premier, avez l'entrée parmi les Unhappy Few. Bien sûr, c'est une allusion à Stendhal et les Happy Few, comme vous le reconnaissez. Et bien sûr, là, il y a quelque chose qui est tout à fait important, je crois, pour Paul-Jean Toulet. Tout est mystérieux. Rien n'est dit explicitement. Tout est dit à voix basse, et des fois à voix tellement basse, la figure de rhétorique, et ça va plus loin qu'une figure de rhétorique de Toulet, c'est l'ellipse, c'est le silence. On dit à demi-mot, on dit sans dire. Il ne faut surtout pas dire. Et c'est pourquoi cette poésie est tout à fait singulière, tout à fait particulière. Cette année, le coup le plus terrible, écrit Toulet un peu plus tard, fut la mort de Claude Debussy. Autre carte envoyée par Debussy à Toulet, elle est à Pau. Et ça, c'est une carte que la fille de Debussy, du deuxième mariage, elle s'appelle Chouchou, enfin on l'appelle Chouchou, écrit à Paul-Jean Toulet pour Greetings, un anniversaire, je pense. Et là encore, ça confirme la tendresse de Toulet. Il n'y a pas une lettre à Debussy de Toulet qui ne se termine par un petit mot gentil pour Chouchou. Et Chouchou, elle a une préceptrice anglaise, c'est pourquoi elle lui envoie les vœux en anglais, etc. Et Toulet, naturellement, répond comme ça. Donc j'ai voulu mettre cette petite carte postale, parce que ce sont des gens qui s'amusent dans le tragique, ce sont des fantaisies, ce ne sont pas des gens qui prennent la vie au sérieux. Du moins apparemment. En tout cas, qui n'imposent pas leur sérieux aux autres. Donc, carte de vœux de Chouchou, MS 205. On arrive au bout. Voici le comte René de Philippon, dont je parlais tout à l'heure. Il y a 86 lettres publiées, et là, nous n'avons pas ces lettres-là ici. Et voici Paul-Jean Toulet à Guétari, chez des cousins. Il a le béret béarnais, et il a les espadrilles basques. Et ici, c'est un tout petit carnet
tout petit comme ça, MS-202, il a son petit frère, c'est le MS-203, et je ne sais pas si vous le voyez, la photo, c'est la même à peu près que ceci, mais Toulet est penché parce qu'il est en train de caresser sa chatte, Rosalie. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça aussi, c'est un petit document qui est ici, qui est exposé dans l'une des vitrines, c'est le MS-202. Bon, publication de La Jeune Fille Verte, vous le voyez comme moi, Paul-Jean Toulet, Château de la Raffette, c'est son adresse, à Saint-Loubès, mais sa signature, plus bas, Guettari, Basse-Pyrénées, La Jeune Fille Verte, roman. Donc 1920. Et voici la fin, et la fin, vous voyez qu'il écrit en grec, et non seulement il écrit en grec, mais ça c'est pas du grec, diou medao. C'est du béarnais. Donc il s'amuse beaucoup évidemment avec des bribes de béarnais en même temps que de grec ou de latin dans un roman comme ça. Bien, on arrive tout à fait au bout. Voici Toulet sur son lit de mort, ça aussi c'est ici, c'est un dessin d'Henri Farge. Voici le médaillon qui est sur la tombe de Toulet au cimetière de Guettari, c'est fait également par Georges Clément de Swiesinski. Et voici le masque mortuaire de Toulet, fait par le même sculpteur. Et voici l'église et le cimetière de Guettari, où Paul-Jean Toulet repose au bord de l'océan. Voilà, face à la mer, et en train de faire carousse. C'est une vieille expression qui veut dire en train de faire la noce, comme si les morts de ce cimetière continuaient à mener la vie d'alcool et de femmes que lui-même a menée pendant une grande partie de sa vie. Voilà. Alors, je ne pouvais pas ne pas finir par ceci, parce que c'est le dernier poème qu'il ait écrit et dans la nuit qui a précédé sa mort. C'est un poème qui est écrit au crayon. Il est dans le fond palois. Alors, il y a tout un tas de retouches, vous voyez déjà là, donc ce n'est pas une forme définitive. Je lis simplement le début, ou je peux d'ailleurs vous donner la transcription si vous le voulez, c'est le MS 198. Les contre-rimes en général sont dans le MS 236, mais il y a aussi des poèmes, des contre-rimes dans le MS 198. Ce n'est pas drôle de mourir et d'aimer tant de choses, la nuit bleue et les matins roses, les fruits lents à mûrir. Le gave où l'on allait nager, enfant sous l'arche fraîche, et le verger rose de pêche, enfance, cœur léger. Conclusion, c'est encore un burin d'Émile Laboureur qui me paraît de circonstance, il est au bord de l'océan, à côté d'Annie-Marie Vergon, qui est devenue sa femme. Certaines des contre-rimes illustreraient ceci, et ceci illustre certaines contre-rimes. Les toutes petites conclusions que je tire, il y a 1h20 que je parle, donc ça va être assez bref. Mais première conclusion, je crois, c'est un vrai poète. Alors que des fois on a dit c'est un poète mineur. Alors on a l'habitude quand même de citer Borges, qui a dit que certains jours, Toulet était le plus grand poète français du siècle passé, mais tout le monde l'a oublié. Tout le monde ne l'a pas oublié, puisque nous sommes là ce soir, et j'espère que d'autres commémoreront cet anniversaire. Non seulement c'est un poète, mais c'est un écrivain qui s'est essayé à tous les genres, romans, contes, critiques, maximes, correspondances, etc., etc. Donc il ne faut surtout pas le réduire aux contre-rimes, non plus qu'à Dans Arles, où sont les Aliscans, etc., le poème que tout le monde connaît peu ou prou. C'est plus complet que ça, c'est une espèce de massif complet. J'ai fréquenté il y a quelques années un poète que certains connaissent ici, l'abbé Jean Bégary, son nom de plume c'est Sinclair naturellement, et souvent nous parlions de Paul-Jean Toulet, et je me rappelle qu'il lisait quelque chose du style suivant: somme toute, s'il s'agit de sombrer, il est préférable que ce soit en bricolant et en s'amusant, en bricolant 2 ou 3 pirogues, plutôt qu'en construisant avec beaucoup d'explications un Titanic. Et ça veut dire, j'ai retenu plus ou moins ça, que je cite assez mal et c'est dommage, mais je l'avais noté à l'époque, oui, ce sont des pirogues.
qu'a pu construire, édifier Paul-Jean Toulet. Ça n'est pas un grand vaisseau, mais après tout, quitte à sombrer, les pirogues, c'est plus amusant à faire. Ensuite, ce que je voudrais dire, donc, c'est vraiment le poète qui a le mieux parlé de Pau et du Béarn aussi. C'est tout à fait prodigieux, de la côte basque, de l'océan. Il y a 2-3 contre-rimes que je n'ai pas le temps de dire, là, j'aimerais les dire, mais je ne peux pas. Bon, le temps passe trop vite. Ça n'est pas un poète régionaliste, surtout pas. Surtout pas. Lui-même le dit, je suis béarnais, mais je suis à moitié créole. Je répète que son Béarn, c'est un Béarn de l'ailleurs. Et là aussi, avec l'abbé Bégari, avec Saint-Clair, je crois qu'il disait que la seule poésie qui compte, c'est une poésie qui vient frapper à l'invisible, à l'indicible, au mystère. Et c'est exactement ce que fait Paul-Jean Toulet. Et il ajoutait, l'abbé Bégari, les vrais poètes sont des aventuriers de la vie intérieure. C'est exactement, me semble-t-il, ce qu'on pourrait penser de Paul-Jean Toulet. Bon, je pourrais ajouter peut-être un certain nombre de choses, mais je préfère laisser le dernier mot à l'abbé Bégari. Merci.